On voit les médias nationaux, il y en a qui sont pro-Gbagbo, il y en a qui sont contre Gbagbo. On peut regretter les dérapages. Mais il faut avouer que ça ne sera jamais accepté dans un autre pays, encore moins dans les pays occidentaux. Vous vous souvenez, quand il y a eu la guerre de l'Irak, il était bien précisé que tout média qui parlera contre le comportement de Bush en Irak sera sanctionné. Et ça, ils n'ont pas caché. Ceux qui ont à peu près mon âge, j'étais ici, directeur de Jeune Afrique en 1968, de 66 à 74, j'ai vu ici comment un jeune journaliste avait critiqué la guerre menée par les États-Unis au Vietnam. Je me souviens que le président Houphouët avait été obligé par l'ambassadeur des États-Unis d'aller chercher le gars à Fraternité Matin. Le président Laurent Donat-Fologo, qui est mon ami, qui était à l'époque rédacteur en chef, peut le témoigner. Et beaucoup de gens, même Maurice Mirmont, on a décidé qu'il fallait licencier le gars. Pour avoir dit, il avait dit, le titre c'était « J'aurais honte si j'étais le président des États-Unis ». Rien que pour ça, c'était un branle-bas diplomatique où l'ambassadeur est allé trouver le président Houphouët et qu'on a mis le gars à la porte. Nous sommes dans un pays, les Africains trichent. Nous racontons toujours qu'on a 70% d'alphabétisés et 30% d'analphabètes dans nos pays. Moi je dis que c'est faux, c'est le contraire. Il y a 70% d'analphabètes et 30% d'alphabétisés. Je veux qu'on me demande le contraire. Parce que c'est pas parce que quelqu'un parle un français décousu en ville qu'il est forcément alphabétisé. Parce que il y a ça. Donc, il y a des gens, sur les 70% d'analphabètes qu'il y a dans nos pays africains, ce que vous pouvez dire peut être un faux pas. Très grave. Je ne veux pas m'aventurer à dire ce que j'ai dit, les Comores viennent sauver la Côte d'Ivoire. Je trouve que c'est suffisamment grave. Je ne juge pas. Mais je dis, quand je vois ça, ça m'embête. Parce qu'il faut dire que nous n'avons pas de retenue. Nous, les Africains, nous ne savons pas faire la séparation entre la liberté et le libertinage. Dans nos pays, on arrive très vite au libertinage et il y a des faux pas dans la presse. Mais la presse, de manière générale, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas de sa faute, c'est à cause du manque de moyens, est défaillante à plusieurs niveaux. Et la preuve même de sa défaillance, c'est le film sur la France-Afrique. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que ce soit à l'extérieur qui nous montre la réalité des choses et que les journalistes africains, depuis 50 ans, n'ont pas pu nous montrer à quel point l'Occident est en train de piller nos ressources et à quel point il y avait des dictateurs qui étaient là en fait dressés pour servir la France. Donc ça aussi c'est la preuve même de la défaillance des médias africains. Et heureusement aujourd'hui qu'il y a l'Internet, qu'il y a les réseaux sociaux pour que l'on puisse, nous en tant que citoyens, aller vers l'information. C'est-à-dire que, comme on dit, si tu ne fais pas de la politique va te faire. De la même manière aussi, si tu ne t'informes pas, tu risques d'être guidé. C'est-à-dire que l'information va te former. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les médias reflètent l'opinion publique ou les médias guident l'opinion publique? C'est ça dont c'est ça qu'on devrait peut-être creuser. Aujourd'hui, moi, si vous regardez par exemple Facebook, les sites internet, c'est sur ces sites-là que nous, en tout cas, on peut aller vers l'information. Je cite un site par exemple, Le Griri International, qui est un site connu, je crois, de vous, qui parle et qui montre des images depuis longtemps sur la Côte d'Ivoire et qui donne des informations que les médias, y compris les médias d'État, ne donnent pas ou attendent qu'il y ait une crise des intérêts français pour nous les donner. Donc on a l'impression qu'on est toujours en retard. Même les occidentaux, les médias occidentaux qui sont vraiment indépendants et qui disent la vérité, le dit avant les médias
africain. Donc il y a quelque part un réel problème. Un réel problème. Donc il faut en tout cas que aujourd'hui, aussi bien les citoyens comme la presse prennent leurs responsabilités face à l'histoire. Oui. Face à l'histoire. Allez-y. Et donc, nous prendrons nos responsabilités que lorsqu'on aura ce débat, on en a parlé déjà, notre souveraineté monétaire, etc. C'est dommage que cette histoire de souveraineté monétaire soit mise en relief à cause des problèmes que vivent aujourd'hui nos frères ivoiriens. Pensez qu'on aurait dû en parler depuis... On aurait dû en parler depuis 50 ans. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est-à-dire que depuis les indépendances octroyées, ce problème-là aurait dû être réglé. On n'aurait pas dû attendre aujourd'hui. Ça devrait être réglé calmement, sereinement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème, on va dire non, c'est à cause de la crise qu'ils parlent de ça, c'est peut-être une menace, ils iront pas loin. Et beaucoup d'intellectuels en Afrique aussi, ils ont leur part de responsabilité dedans. C'est-à-dire qu'ils ont souvent, surtout en Afrique francophone, une position que j'appellerais une position sentimentale vis-à-vis de la France. C'est-à-dire que, bon, ils ont, surtout ceux qui sont nés avant ces indépendances que j'appelle octroyées, ils ont été à l'école en France, leurs enfants vont en France à l'école, quand ils ont des économies, ils vont en vacances en France, etc. Ils écoutent RFI, ils regardent TV5. Donc, bon, quand on leur dit aujourd'hui, on va changer le franc CFA, ils disent, ah non, nous, le franc CFA, c'est ce qu'on connaît. Il ne faut pas toucher, c'est ça qu'on connaît. Alors qu'en fait, ça, je trouve que c'est bien plus grave. Donc il faut vraiment prendre au sérieux cette question-là, aller jusqu'au bout, et si jamais ce combat-là est gagné, je crois que ça va faire des émules dans la sous-région, et à partir de ce moment-là, si jamais la Côte d'Ivoire a le soutien, et c'est ça l'enjeu, le soutien des pays de la CEDEAO qui vont eux subir une pression de la part de leur peuple et de leur population, parce qu'il y a un éveil des consciences aujourd'hui, je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a vraiment un coup à jouer pour la marche de l'histoire et l'émergence des pays d'Afrique de l'Ouest. Il a dit quelque chose. Il y a 2 points. D'abord, un brillant professeur, vous qui êtes professeur, vous semblez le connaître, le docteur, il a parlé des intellectuels africains. Nous avons fabriqué des porteurs de diplômes et non des porteurs de connaissances. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un professeur de sociologie sénégalais. Nous avons fabriqué des porteurs de connaissances, de diplômes et non des porteurs de connaissances. Et il a ajouté que ceux-là, ce qu'ils savent, leur première chose qu'ils savent faire, c'est les revendications. Moi, j'ai tel diplôme, je dois être payé tant. Et alors, quand on parle des intellectuels africains, il faut faire un débat là-dessus. Qui est intellectuel en Afrique et qui ne l'est pas? Parce qu'il n'y en a vraiment pas. L'intellectuel, c'est le monsieur qui agit avec la logique. Nous en avons combien en Afrique? Le deuxième point qu'il a soulevé, la presse en Afrique, au lieu d'éduquer les populations, apparemment c'est les populations qui l'éduquent. C'est-à-dire la presse attend maintenant ce que dit la rue. Au lieu d'éduquer la rue, c'est la rue qui nous éduque. Les informations que nous véhiculons, à 90% nous sont fournies par la rue, ce qui est anormal. Au lieu que c'est nous qui apportons des informations à la rue, c'est la rue qui le fait. Et alors, les 2 problèmes qu'il vient de soulever, il y a d'abord le problème des intellectuels africains. C'est à remettre en cause, il y a le débat. Parce que quelqu'un ait fait des études, moi je suis né avant les indépendances. Mais je crois que ce n'est pas pour cela que je suis tourné vers Paris. Le problème est que les gens ont démissionné complètement. Vous faites la recherche. Mais combien de professeurs maintenant font la recherche? Ils se contentent de ce qu'on a raconté pour écrire leurs livres. Ils ne font pas de la recherche. Donc il y a ça, il y a que les gens sont nés avant l'indépendance, ils ont connu Paris. Moi aussi j'ai connu Paris. Mais je crois qu'ils démissionnent. Dans le problème ivoirien, demandez à 1000 intellectuels, ceux qu'on appelle intellectuels africains, demandez à 1000, un seul vous donnera son avis.
Ils vous disent, l'ONU ne peut pas, tout le monde ne peut pas être contre quelqu'un. L'ONU a dit ceci. Vous avez des gens qui vous disent, qui vous ont proclamé haut et fort que l'ONU a financé entièrement les élections en Côte d'Ivoire. Ce qui est faux. Ce qui est faux, les élections ont coûté 261 milliards. Moi qui suis étranger, je sais que la SAGEM, qui est une société française, a perçu 161 milliards pour faire les cartes électorales et les cartes. Mais vous avez honte quand vous rencontrez ces gens qui vous répètent ce qu'on a dit. L'ONU a dit ceci, RFI a dit ceci, on a dit cela. Tout le monde ne peut pas mentir quand même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça des intellectuels? Vu de l'extérieur, on se dit, bon,